L'eau, elle est partout autour de nous. C'est la condition même de la vie, le moteur de nos sociétés, le cœur de notre planète. Et pourtant, derrière ce geste si simple, ouvrir un robinet, se cache une réalité incroyablement complexe, plein de tensions et de défis. Allez, on plonge dans ce sujet qui est juste vital. Pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige et qui vient des Nations Unies. 2,2 milliards. C'est le nombre de personnes aujourd'hui qui n'ont pas un accès sûr à l'eau potable. Ce n'est pas juste une statistique abstraite. On parle de près d'un tiers de l'humanité. Rien qu'avec ce chiffre, on prend la mesure de l'ampleur de la crise. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut un terme clé, le stress hydrique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement quand la demande en eau, que ce soit la nôtre ou celle des écosystèmes, dépasse ce que la nature peut offrir de manière durable. C'est une sorte de baromètre de la tension qui pèse sur cette ressource. On entend souvent parler de pénurie d'eau, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une crise globale, une crise d'accès, une crise de qualité, mais aussi, et c'est crucial, une crise de la manière dont on gère l'eau, ce qu'on appelle la gouvernance. Et les conséquences de cette crise, elles sont partout. Un manque d'eau potable, ça peut vouloir dire des crises sanitaires, ça peut vouloir dire des enfants et très souvent des jeunes filles qui ne vont pas à l'école parce qu'elles passent leur journée à la corvée d'eau. Ça peut même à terme créer de l'instabilité et forcer des populations à migrer. C'est vraiment un enjeu de développement humain sous toutes ses facettes. Alors, face à une crise pareille, qu'est-ce qu'on fait? Des cadres juridiques, souvent très complexes, ont été mis en place. On va s'intéresser à la manière dont l'Europe s'est organisée pour protéger son eau. Et on va voir que son approche est assez unique en son genre. Au cœur du système européen, il y a un texte fondateur, la directive cadre sur l'eau. L'objectif qu'elle fixe est, en apparence, très simple, mais en réalité, il est incroyablement ambitieux. Atteindre le bon état écologique et chimique pour toutes les masses d'eau, les rivières, les lacs, les nappes souterraines, tout. Et c'est là qu'arrive l'idée vraiment révolutionnaire de cette directive. Au lieu de gérer l'eau en suivant les frontières d'une commune, d'un département ou d'un pays, l'Europe dit non. On va gérer l'eau à l'échelle de la nature elle-même, c'est-à-dire par bassin hydrographique, ce territoire où toute l'eau s'écoule vers un même fleuve. La logique de l'eau avant la logique des hommes en quelque sorte. Cette directive cadre, c'est donc le pilier central. Mais elle n'est pas seule. Elle est soutenue par ce qu'on appelle des directives filles, des textes plus spécialisés. Ensemble, tout ça forme une véritable architecture juridique pour protéger l'eau sous tous ses aspects. De la source jusqu'au robinet, et même pour nous protéger des risques d'inondation. D'accord, ça c'est la grande stratégie à l'échelle du continent. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Comment ces grands principes sont-ils appliqués? Pour le voir, on va prendre l'exemple de la France. En France, la loi pose un principe fondateur d'une force immense. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'appartient à personne en particulier, mais à tout le monde en même temps. Et cette idée, elle change tout, parce qu'elle implique que la gestion de l'eau doit servir l'intérêt général avant les intérêts particuliers. Alors, pour que ce principe ne reste pas juste une belle phrase, la France a créé un système de gouvernance très original, les comités de bassin. On les surnomme les parlements de l'eau. Et ce surnom est parfait. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment imaginer des assemblées où tous les usagers de l'eau, l'État, les élus, les agriculteurs, les industriels, les associations, sont assis à la même table pour débattre et prendre des décisions ensemble. C'est une démocratie de l'eau en action. Et ces parlements de l'eau, ils sont absolument cruciaux parce qu'ils doivent arbitrer entre des besoins qui sont souvent en concurrence. L'agriculture a besoin d'eau pour irriguer, l'industrie pour faire tourner ses usines, nous tous pour boire, et n'oublions pas les rivières elles-mêmes, qui ont besoin d'un débit minimum pour que la vie aquatique survive. Mettre tout le monde autour de la table, c'est finalement la seule façon de gérer ça. Bon, revenons à une échelle plus globale, parce que ces cadres juridiques, aussi intelligents soient-ils, sont aujourd'hui mis à rude épreuve par des pressions énormes, des pressions qui nous concernent tous, le changement climatique et les pollutions. Le changement climatique, en fait, il intensifie le cycle de l'eau. Et le résultat, c'est ce grand paradoxe. On se retrouve à gérer à la fois des sécheresses de plus en plus longues, de plus en plus intenses, et des inondations beaucoup plus brutales. C'est le grand défi du trop peu d'eau d'un côté et du trop d'eau de l'autre. Et comme si ça ne suffisait pas, même là où l'eau est présente, sa qualité est menacée. Aux pollutions qu'on connaît bien, nitrates, pesticides, rejets industriels, s'ajoutent aujourd'hui de nouvelles menaces, plus invisibles. On parle des micropolluants, résidus de médicaments, microplastiques, des substances que nos systèmes de traitement ont beaucoup de mal à filtrer. Tout ça nous amène à la question qui fâche, la question qui cristallise toutes les tensions. Quand l'eau manque, pendant une sécheresse par exemple, qui doit passer en premier? Les agriculteurs pour nos assiettes,
les usines pour l'emploi ou nos robinets pour nos besoins vitaux. C'est le genre de dilemme que les lois et ces fameux parlements de l'eau doivent essayer de résoudre. Et ça nous laisse avec une toute dernière question, peut-être plus philosophique, mais absolument essentielle. Comment doit-on voir l'eau? Est-ce que c'est avant tout un droit humain fondamental auquel tout le monde doit avoir accès quoi qu'il en coûte? Ou est-ce que c'est une ressource, précieuse certes, mais une ressource qu'il faut gérer, qui a un prix qu'on doit optimiser? La réponse qu'on donnera collectivement à cette question, eh bien, elle dessinera l'avenir de notre bien le plus précieux.